Déjà, le premier barrage d'Assouan avait considérablement réduit la Nubie utile à quelques palmeraies et à quelques cultures estivales entre d'interminables villages reconstruits à la limite du premier lac de retenue. Mais ce paysage était lui-même désormais condamné. Les nécessités économiques de l'heure justifiaient la construction d'un nouveau barrage sur le Nil. Ce barrage devait donner naissance, en amont, à un lac de 500 km de long, actionner les turbines d'une importante usine électrique, et, en aval, agrandir la superficie des terres cultivables. Toutefois, au sud du nouveau barrage, tous les vestiges antiques le long des deux rives du Nil nubien étaient condamnés à disparaître à jamais si la communauté mondiale ne répondait pas à la requête des gouvernements égyptiens et soudanais. En mars 1960, au cours d'une cérémonie solennelle à l'UNESCO, un vibrant appel à la solidarité internationale fut lancé. Une protection universelle est due aux monuments de valeur universelle. Votre appel n'appartient pas à l'histoire de l'esprit parce qu'il veut sauver les temples de Nubie, mais parce qu'avec lui, la première civilisation mondiale revendique publiquement l'art mondial comme son indivisible héritage. Taillés dans le roc, les temples d'Abou Simbel se dressaient, abandonnés, à l'orée du désert de Nubie. Le grand temple, enfoui sous les sables, ne fut redécouvert qu'en 1813 par l'orientaliste suisse Ludwig Burckhardt. De ces temples situés au bord du Nil, non loin de la frontière du Soudan, le plus petit est dédié à la déesse Hathor. Sa façade est ornée de statues colossales de plus de 10 mètres, représentant le pharaon Ramsès II et son épouse Néfertari. Monarque illustre de la 19e dynastie, Ramsès fit creuser ses temples vers 1260 avant Jésus-Christ, à la fin du long âge d'or de l'Égypte. 4 statues colossales de plus de 20 mètres dressent la silhouette du pharaon devant le grand temple. À côté de ce géant, les membres de la famille royale semblent des nains. Sur le mur extérieur, des bas-reliefs comptent la vie des hommes il y a 3000 ans. 2 divinités du Nil unissent le lys et le papyrus pour symboliser l'union des royaumes de Haute et Basse Égypte. Outre les statues de la reine Néfertari et de ses enfants préférés, la façade du temple est ornée d'effigies symbolisant la grandeur du souverain et la révérence qu'il inspirait à ses ennemis. Des inscriptions narrent les prouesses accomplies sous son règne. De longues files de guerriers enchaînés témoignent de ses succès militaires. La disposition du grand temple permettait un impressionnant effet du soleil couchant, preuve de la science astronomique et de l'habileté des architectes de l'époque. 2 fois l'an, en février et en octobre, les rayons du soleil pénètrent dans l'étroite galerie, à travers les piliers géants, jusqu'au sanctuaire intérieur habituellement plongé dans les ténèbres, éclairant les statues de 3 dieux, Amon, Ra-Arakti et le pharaon lui-même.
Seule la statue de Ptah, dieu des puissances souterraines, demeure dans l'ombre. Les colosses de la grande salle hypostyle ont plus de 8 mètres de hauteur et prêtent au pharaon les attributs du dieu Osiris. Des bas-reliefs coloriés disent la gloire du monarque. En 1285, Ramsès fit, en Syrie, preuve de sa valeur guerrière par la défaite qu'il infligea aux Hittites qui avaient envahi son royaume. Ces images de la puissance et de la gloire du grand pharaon témoignent aussi de l'incomparable talent des artistes de l'époque. Ramsès, le roi vainqueur, apparaît sur d'autres bas-reliefs en monarque avisé recevant l'hommage de gratitude de son peuple, promulguant des lois et payant aux dieux le tribut convenable sous forme de sacrifices et d'actes de piété. Aujourd'hui, 3000 ans plus tard, les descendants du pharaon doivent faire face à des problèmes qui eussent confondu l'esprit de Ramsès. La zone dans laquelle vit et travaille cette population de plus en plus dense est limitée à l'étroite bande fertile qui s'étend sur chaque rive du Nil. Le fameux grenier à blé de l'Égypte est devenu trop petit. La construction du barrage de Saad el-Ali doit satisfaire un besoin vital du peuple de la République arabe unie. Un bassin de retenue des eaux du Nil s'étendra, loin au sud, à l'intérieur du Soudan. Il sera possible alors d'irriguer de vastes régions et d'augmenter considérablement les cultures, tandis que la production d'énergie électrique permettra l'implantation de nouvelles industries. Mais la construction du barrage a ses inconvénients. Des centaines de milliers de personnes ont dû être déplacées et les monuments uniques de la Nubie auraient été détruits si l'on avait pris en temps opportun des mesures pour les préserver. Le monde entier s'émeut des menaces qui pèsent sur les monuments de Nubie. La République arabe unie fait appel à l'UNESCO, qui lance une campagne internationale pour sauver cet héritage du passé. Plus de 50 pays acceptent de partager la charge financière de l'opération. Alors commence une course contre la montre et contre la montée des eaux. On propose diverses méthodes et finalement, on choisit le plan que voici. On construira un bâtard d'eau de pales planches pour protéger les temples pendant les travaux. Sur la façade, un matelas de sable recouvrira les statues de Ramsès. À l'intérieur, on construira tout un système de soutènement en poutrelles d'acier. On déblayera enfin la roche entourant le temple, excepté une cuirasse de 80 cm. Les temples eux-mêmes seront découpés en blocs de 20 à 30 tonnes et mis en sécurité dans une zone de stockage. Puis les temples seront reconstruits sur un nouvel emplacement, à 60 mètres plus haut, et leur décor naturel reconstitué.
En novembre 1963, le consortium d'Abu Simbel, groupant des entreprises de travaux de 5 pays, reçoit le contrat pour le transport des temples. La mission est délicate. Le climat et l'éloignement augmentent les difficultés. La ville la plus proche, Assouan, est sur le Nil, en aval, à près de 300 km. Aucune route pour acheminer les matériaux, les machines, le ravitaillement. Un chargement vient-il d'Europe? Il lui faut 5 mois pour arriver. Le trajet du Caire exige 1 mois ou 2. Pourtant, il n'y a pas de temps à perdre. Avant même de bâtir des logements pour le personnel, il faut entamer la construction de la digue qui s'appuiera sur les pales planches. Son sommet doit se trouver à 28 mètres au-dessus du lit de la rivière. Début novembre 64, cette course contre la montre atteint une phase critique. Après des pluies abondantes en Éthiopie, le niveau du Nil s'élève jusqu'à 2 mètres du sommet de la digue. Partout, on travaille sans relâche. Avant de commencer le découpage des statues, toute la façade doit être recouverte d'un bouclier de sable fin pour la protéger des chutes de pierre. Aux endroits les plus délicats, le sable est appliqué à la main. Les excavatrices spéciales se mettent à l'œuvre au-dessus du temple sur le plateau déblayé. Une garde empêche les gros blocs de choir sur le bouclier de sable protégeant la façade. Tous les déblais sont utilisés pour construire la digue. Fin février 65, la digue est terminée et la façade est de nouveau enfouie sous les sables comme avant sa découverte. Pour atteindre l'intérieur du temple, la seule voie est un étroit conduit d'acier. À l'intérieur des temples, 240 tonnes de poutrelles d'acier assurent le soutènement. Pour ne pas léser la décoration des murs ou des plafonds, les supports métalliques sont garnis de coussins de feutre ou de matière plastique. Chaque élément est numéroté pour que le réassemblage suive l'ordre inverse du démontage. Les difficultés commencent vraiment quand on attaque les roches dominant les temples. Le mouvement rapide des fils métalliques sépare d'énormes blocs. Puis les tronçonneuses entrent en action. Mais ce n'est encore qu'une répétition générale. Il n'est pas nécessaire ici d'atteindre une extrême précision. De larges traits sont tolérés. On fait éclater la roche, morceau par morceau.
Les marteaux-piqueurs ne servent qu'à l'extérieur de la taille. Les appareils de contrôle mesurent constamment les vibrations qu'ils provoquent. Le volume des roches dominant les temples diminue sans cesse. 2 derricks sont parés à enlever les blocs déjà sciés. Et voici que commence la plus délicate des tâches. Les coupes si fines qu'elles doivent être faites à la main. La roche est si fragile que le seul contact de l'eau la réduirait en poussière. Chaque bloc doit être soigneusement marqué pour qu'on le remette exactement à sa place en reconstruisant les temples. 1047 blocs pour les monuments, 7700 blocs pour la masse rocheuse qui les entoure. Poids moyen des blocs, 20 à 30 tonnes. Pour transporter sans risque les blocs les plus lourds, on fore dans leur masse le logement des barres d'ancrage et on le garnit de résine synthétique afin d'absorber les efforts inopinés et excessifs. Les blocs les plus massifs proviennent du découpage de la tête des statues. Les ingénieurs tenaient à y limiter les traits de scie. On a commencé par protéger les surfaces de coupe au moyen de revêtements plastiques. Et dès le premier trait de scie, il a fallu continuer la tâche sans arrêt, jour et nuit. À la moindre pause, la roche friable couturait de traits durs, risquait de s'effriter. Voici l'instant que journalistes et photographes ont attendu toute la nuit. Ramsès est amputé de son visage. Ultime et majestueux regard sur la façade dénudée avant d'être emporté vers l'aire de stockage par une plateforme surbaissée. Les aires de stockage se trouvent à proximité de l'endroit où l'on reconstruira les temples. On note la position et le numéro de chaque bloc, comme on le ferait d'un livre dans une bibliothèque. De ce séjour temporaire, le pharaon pourrait contempler les toits ronds des maisonnettes construites pour 1 millier de travailleurs. Il pourrait même apercevoir la piscine et son eau limpide, vrai mirage dans le désert. Le Nil
dépasse à présent le niveau de l'ancienne base des temples. Le bâtardeau a tenu bon, les monuments ont été sauvés à temps. Les jours passent. Le découpage et le transport des blocs sont devenus une routine. Pas un chaos dans le transport. Chaque bloc est maintenu dans sa position d'origine pour prévenir les cassures qui pourraient résulter d'une variation des forces de pression. Dans l'intérieur du temple, le travail progresse rapidement. Chaque jour, de nouvelles merveilles de l'art s'offrent à la lumière. N'y a-t-il point un peu de crainte dans le regard que le divin pharaon semble jeter sur notre ère technicienne, notre ère qui le garde de tomber en poussière grâce à la résine synthétique? On découpe les piliers à fin trait de scie, avec des précautions infinies. Exposées aux intempéries, ces surfaces sont d'une extrême fragilité. Désormais, même si les eaux devaient submerger la digue avant l'heure prévue, elles ne pourraient plus noyer que les pieds et les chevilles du pharaon. Le dernier bas-relief est prêt pour le transport. Étrange coïncidence, il porte une devise qui est aussi celle du sauvetage d'Abou Simbel. L'union du haut et du bas Nil, symbole de richesse et de fertilité. Et déjà sur le plateau se prépare la reconstruction. On a d'abord procédé à un vaste nivellement, puis on a calculé exactement l'axe de construction afin de retrouver 2 fois l'an le même prodige lumineux. Et l'on commence à reconstruire l'intérieur du temple. On emploiera le soutènement qui a assuré la sécurité du démontage. L'assemblage des gros blocs des façades montre la précision du découpage. Cet assemblage s'accomplit aisément. L'emplacement initial est désormais abandonné, submergé par le Nil. Mais à leur nouvel emplacement, les monuments ressuscitent à mesure que chaque bloc retrouve sa place. Et c'est la phase finale, le remontage des colosses de 20 mètres. Le pharaon retrouve son visage, moment d'exaltation. On va savoir si l'œuvre est réussie, si les statues ont même apparence qu'avant l'opération.
Cependant, la prouesse technique du transport et du remontage ne signifie pas la fin des travaux. Le paysage rocheux, si caractéristique autour des temples, doit être reconstitué tel qu'il était. Il faudra donc le remodeler sur 12 000 mètres carrés. Et pour commencer, protéger les temples par des dômes de béton. Au-dessus du grand temple, la voûte a plus de 60 mètres de portée. Elle est faite de segments de béton larges d'1,80 m au sommet et de 2,30 m à la base. Cette construction géante a exigé 10 000 mètres cubes de béton. À son sommet, la voûte a 10 mètres d'épaisseur. Elle devra supporter une charge de pierre de 20 tonnes au mètre carré. Au-dessus du temple, la masse de pierre est d'environ 350 000 mètres cubes. Le dôme du petit temple, 3 000 mètres cubes de béton, a une portée de 25 mètres. On met en place les derniers blocs de la façade du petit temple. Il faudra encore retrouver l'exacte disposition des 7700 blocs découpés entre les deux temples. Et voici les travaux de finition, de restauration sur le grand temple. La façade est protégée des fissures et des intempéries. Il faut qu'elle puisse durer encore des siècles. Les traits de scie bouchés, qui pourrait croire que le temple a été entièrement découpé? Voici les temples d'Abou Simbel, prêts à saluer de nouveau le lever du soleil. Ils porteront témoignage à la fois du génie de la civilisation antique et de la miraculeuse habileté des techniques modernes. Ils témoigneront aussi de la volonté du monde de préserver le meilleur de son passé sans renoncer à construire l'avenir et de s'appuyer sur la coopération internationale pour mener à bien ce grand dessein. Dès 1960, la Nubie tout entière, en Égypte comme au Soudan, est devenue une véritable fourmilière bruissante. À Kalabcha, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne assure le démontage du temple ptolémaïque, un monument constitué de gros blocs de grès très souvent décorés sur l'une de leurs faces. Les reliefs sont soigneusement protégés. Les blocs sont déposés sur une barge qui les emporte à 60 km en aval. Ils vont retrouver leur place exacte dans l'ensemble quand la reconstruction commence, non loin du nouveau barrage, près du temple de Beth el-Wali et du kiosque de Kirtassi, eux aussi transportés et réédifiés en cet endroit.
temple de Kalabsha est ainsi précautionneusement remonté avant d'être rouvert aux visiteurs. Le problème de la sauvegarde d'Amada est différent et plus difficile à régler. En effet, ce temple de la 18e dynastie, construit en petits blocs de grès, a la particularité d'avoir conservé souvent le plâtre peint qui recouvre les sculptures. Il s'agit donc de trouver la solution idéale pour transporter le monument sans détruire la couche de plâtre et ses couleurs. Il n'y en a qu'une: déplacer le temple en une seule masse. La France se charge de l'entreprise. Les colonnes et les angles sont protégés et la solidité de l'édifice, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, est assurée par des poutres en béton armé. Puis le monument est séparé de ses fondations et mis sur rail. Pendant près de 6 mois, le temple d'Amada, ainsi coffré, fait les quelques 6 kilomètres qui le séparent de son nouveau site. C'est une œuvre délicate qui demande une surveillance constante et qui, vu la faible longueur de la voie dont on dispose, oblige les ouvriers à des manœuvres incessantes pour démonter et remonter les rails sur les traverses en bois. Amada, débarrassé de ses armatures et de ses poutres, se trouve maintenant près du temple de Der et de la tombe de Pénout, qui ont été reconstruits sur le même site. De son côté, le service des antiquités de l'Égypte prend en charge toute une série de monuments à transporter hors des atteintes des eaux. C'est d'abord le plus spectaculaire, le temple de Ramsès II à Wadi es-Seboua. Une allée de sphinx couronnée mène aux pylônes, puis aux diverses salles. Ici, l'entreprise se complique par la présence de peintures murales qu'une mission yougoslave dépose avant de les faire transporter dans un musée. La méthode pour démonter, découper, transporter et emmagasiner les blocs d'un monument est maintenant bien au point. Ceux du temple de Wadi es-Seboua se trouvent encore aujourd'hui stockés avant leur prochaine remise en place sur le site où les temples de Maharaka et de Dacca ont déjà été transportés et reconstruits par les ingénieurs et les ouvriers égyptiens. À Guerfusen, où il a fallu, faute de moyens suffisants, abandonner à l'immersion définitive un temple de Ramsès II creusé dans la falaise gréseuse, le service des antiquités de l'Égypte a utilisé l'expérience d'Abou Simbel pour en découper quelques reliefs caractéristiques.
En revanche, à Der, il a entièrement scié, transporté et reconstruit près du temple d'Amada une autre œuvre à la gloire de Ramsès II. Au Soudan, la coopération internationale a joué le même rôle qu'en Égypte. Le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Belgique ont assuré le démontage et le transfert des temples de Bouenne, de Semna-Est et de Semna-Ouest, ainsi que leur reconstruction près d'un bassin symbolisant le Nil dans le jardin du musée de Khartoum. Pendant la saison des pluies, ils sont protégés par un hangar amovible, ce qui permet de les visiter tout au long de l'année et d'en admirer les bas-reliefs qui datent du Moyen Empire pharaonique. Si 50 nations ont répondu à l'appel de l'UNESCO pour sauvegarder par leur contribution les monuments nubiens, une vingtaine d'États ont, quand ils le pouvaient, accru leur coopération en subventionnant des missions de fouilles. Les archéologues du monde entier se sont donc retrouvés côte à côte dans la région menacée pour en explorer les vestiges. Moins heureux en Nubie égyptienne déjà prospectée au temps du premier barrage d'Assouan, ils ont obtenu de remarquables résultats en Nubie soudanaise, jusque-là peu connue. La mise au jour des forteresses en briques crues de Mirgissa et surtout de Bouenne a notamment apporté de précieux renseignements sur l'architecture militaire de l'Égypte ancienne. أنا بحبك وبحلف بك ولا ما عارف بالمرة أنا ناري Toute une série de trouvailles, actuellement exposées dans les musées du Caire et de Khartoum, portent témoignage de l'importance et de l'originalité des civilisations qui se sont succédées en Nubie depuis les origines jusqu'aux époques récentes. Nombreux sont les objets qui, à l'évidence, ont une étroite parenté de conception et d'exécution avec quelques-unes des plus belles réalisations de l'art africain. La civilisation égyptienne s'est ainsi largement répandue et a pénétré profondément au cœur de l'Afrique. En témoignent ces différents vestiges découverts ici et là en Nubie.
les admirables peintures murales de la cathédrale de Pharas, en Nubie soudanaise, ont été découvertes et déposées par la mission polonaise. Par exemple, ces deux madones à l'enfant, protégeant l'une et l'autre une princesse nubienne. Cette sainte, qu'on croirait peinte par Rouault. Ou l'archange Gabriel entouré d'Oran. De même que le Soudan fit don à la Pologne de la moitié des peintures murales de Pharas, de même l'Égypte montra sa gratitude envers les nations qui l'avaient aidé. C'est ainsi que les États-Unis ont pu reconstruire au Metropolitan Museum le petit temple de Dandour, autrefois situé au sud du temple de Kalabcha. Aux Pays-Bas, le musée de Leyde s'honore de posséder maintenant la chapelle nord de Tafé, qui s'élevait à 50 km au sud d'Assouan. En Espagne, le temple de Débode est peut-être à Madrid, loin du ciel nubien. Du moins a-t-il retrouvé son ensemble architectural, fortement bouleversé par un tremblement de terre en 1868. Toutefois, la campagne internationale pour la sauvegarde de la Nubie n'est pas encore achevée. J'invite aujourd'hui les gouvernements, les institutions et les fondations, publiques ou privées, ainsi que tous les hommes de bonne volonté, à contribuer, chacun selon ses moyens, au succès de la dernière étape d'une entreprise culturelle dont le monde entier a saisi la haute signification. Mais il reste une perle à sauver, la fameuse perle de l'Égypte dont parlaient les poètes du siècle dernier, Philae. Philae que les dieux modernes défient depuis le début du siècle avec un premier barrage édifié en aval. Chaque année, l'île, car il s'agit d'une île chargée de temples, disparaissait sous les eaux, mais pendant l'été, les vieilles pierres retrouvaient le jour. Maintenant, le dernier né des dieux de la vallée, le haut barrage, a arrêté de l'engloutir. Les monuments subissent une marée quotidienne du fait de la station hydroélectrique de l'ancien barrage. Entre les dieux morts mais éternels et les nouveaux dieux, y aura-t-il dialogue et paix, ou bien incompatibilité? L'île de Philae offre un spectre unique de styles architecturaux. La plus ancienne marque date du pharaon Nectanebo, qui régna vers le milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ. Mais un hôtel remonterait au 7e siècle avant notre ère. Quant au monument le plus tardif, un splendide kiosque de style gréco-romain, il aurait été élevé sous l'empereur Trajan. Quant au temple d'Isis, c'est sous les Ptolémées et les empereurs romains qui les suivirent et qu'il a été édifié progressivement. Les bas-reliefs de l'élégant pylône de ce temple classique représentent plusieurs divinités en rapport avec la légende d'Isis, la déesse de la fertilité, et de son époux Osiris, le roi de la terre. Jusqu'au VIe siècle après Jésus-Christ, l'île était restée un centre du culte d'Isis. Voilà donc ce qu'était Philae quand on entreprit d'arracher l'île à sa prison liquide.
Beaucoup de solutions techniques avaient été proposées. On en retint finalement une. Elle consistait à construire un bâtard d'eau autour de l'île, à pomper l'eau, à démonter les monuments pierre par pierre et à les reconstruire sur une île voisine, elle découverte, appelée Agilkia. La construction du bâtard d'eau a commencé en juin 1972. Le travail demanda 2 ans. Il ne s'agissait en fait de rien d'autre que de sertir l'île d'un double anneau d'acier. Du sable devait remplir la cavité entre les 2 anneaux. Tâche difficile, car les carrières de sable étaient éloignées de quelques 5 kilomètres. C'est en fait des milliers de tonnes de sable qu'il a fallu transporter par un procédé hydromécanique. En avril 1974, le bâtard d'eau était terminé et l'île pouvait être asséchée. L'opération de drainage prit plusieurs mois. Pendant que se déroulaient ces travaux, sur l'île d'accueil, l'île d'Agilkia, on préparait le site sur lequel les temples devaient être reconstruits. Il fallait à certains endroits aplanir l'île, à d'autres l'élargir. Des paysagistes s'emploient à lui donner cette apparence d'île flottante qui avait fait la renommée de Philae. À la fin de l'année 1974, l'île de Philae était libérée des eaux et les ouvriers commencèrent à retirer le limon qui recouvrait les monuments depuis que l'île était submergée. On constata alors des infiltrations. Il fallut encore des mois pour mener l'opération à bien. Mais il y avait toujours du limon, une couche atteignant 4 mètres par endroit. Pour ne pas endommager les temples, c'est à la main qu'on acheva le travail.
Le limon, une fois retiré, et les temples nettoyés, l'ensemble éclate dans sa beauté originelle. C'est à la fin du siècle dernier, lorsque fut construit le premier barrage d'Assouan, que l'île de Philae fit l'objet de travaux minutieux que complétèrent plus tard des examens photogrammétriques. Mais les temples étant démontés et les fondations mises à nu, les archéologues ont une nouvelle page d'histoire à écrire, car il n'est pas impossible que des vestiges de monuments plus anciens réapparaissent. Il y a une grande richesse d'inscriptions sur l'île, et certaines d'entre elles, en écriture démotique, font maintenant l'objet de nouvelles collations. Déjà, les blocs de pierre numérotés sont prêts pour accomplir le voyage vers l'île d'Agilkia. Il a fallu de longues années avant d'en arriver à ce résultat. C'est en 1959, en effet, que l'UNESCO envoya à Philae sa première mission. Il a fallu aussi beaucoup d'argent, 15 millions de dollars pour l'ensemble de l'opération. Mais bientôt, non point récompense après une journée, comme disait le poète français, mais récompense après des années d'efforts. Les temples de Philae se dresseront de nouveau sur une île bordée de palmiers, mature de pierre du plus beau vaisseau que le Nil ait porté. Au milieu des drames, des conflits, des divergences, des dissidences politiques ou religieuses, voilà que nous faisons renaître des temples bâtis il y a quelques milliers d'années par des rois, par des princes, et tout cela en vue de développer le sentiment de continuité historique. Nulle part ailleurs, mieux qu'en Égypte, n'est apparente aujourd'hui cette continuité historique, symbolisée à la fois par Abou Simbel, Philae et l'immense élan de solidarité internationale suscité par l'UNESCO.